bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la radio mondiale adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par Internet ou encore grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, vous ajoutez le 00 33, puis vous faites le 1 80 14 44 77. Et puis, si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons dans notre programme votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, nous retrouverons la chronique Un air de famille. Et pour finir, un temps de réflexion avec Pierre Péchou pour Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lindsay, bienvenue au micro de Sentez-vous bien. Bonjour Oscar. Vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau et vous nous retrouvez très régulièrement à ce micro. Il y a de cela plusieurs chroniques, vous nous aviez parlé du dosage en vitamine D. Et alors, il semble qu'il y ait du nouveau quant à la vitamine D, docteur Jean Lindsay ? Écoutez, il y a eu un symposium à Paris sur l'actualité en vitamine D qui fixe bien les choses. C'est surtout ça la nouvelle. Alors, pour ce qui est des causes des troubles du comportement et des apprentissages, vous savez que un bon taux de vitamine D pendant la grossesse est indispensable pour être sûr que le cerveau du petit à naître se développe bien. Et si ça n'a pas été le cas ? Il faut que la femme ait un taux de vitamine D satisfaisant pendant la grossesse. Voilà, c'est tout. C'est le seul message qu'il faut retenir. Quels sont les bénéfices d'un bon dosage en vitamine D sur notre corps, sur notre santé ? Chez l'adulte, on sait bien qu'une carence en vitamine D est liée à un risque d'ostéoporose, des os qui se fragilisent, et donc de fractures. Et donc, chez les personnes vieillissantes, un risque de dépendance. Ça, c'est largement démontré. Alors, sachant que nos populations sont toutes carencées au-delà de 65 ans, parce que la peau perd sa capacité à synthétiser la vitamine D en vieillissant. C'est-à-dire que si vous êtes âgé, plus de 65 ans, vous mettez au soleil, votre peau fabriquera très peu de vitamine D. Donc ça veut dire qu'il faut des expositions plus longues ? Non, il faut de la supplémentation, il faut voir avec votre médecin. La vitamine D a aussi la propriété, elle est nécessaire pour qu'on ne se démuscle pas au fur et à mesure du vieillissement, pour qu'on se démuscle plus lentement. Si vous avez suffisamment de vitamine D, vos muscles vont s'atrophier beaucoup plus lentement. Vous resterez costaud, vous resterez fort physiquement plus longtemps, et donc vous risquerez beaucoup moins la chute, et vous risquerez donc beaucoup moins de devenir dépendant. Puis vous resterez autonome plus longtemps. Donc ça c'est une découverte ou c'est un rappel ? On le soupçonnait, et là c'est complètement étayé. Là c'est maintenant le dossier est bouclé. On va pratiquement de la molécule à la myofibrie. On démonte toute la chaîne physiologique de comment la vitamine D a un rôle nécessaire pour maintenir le muscle en bon état. Donc la vitamine D devient un sujet très important dans notre santé quotidienne. Énorme, d'autant qu'on a montré, alors ça paraît incroyable, j'ai demandé au docteur Anne Weiler d'Angers, qui faisait l'exposé sur le sujet, de me le confirmer. Il me l'a confirmé en aparté, ça me paraissait incroyable. Si
Les personnes vieillissantes, si on avait tous un taux de vitamine D satisfaisant, le risque de maladie d'Alzheimer serait divisé, ça paraît incroyable, mais serait divisé par 5. Ce serait même que par 2, on s'en contenterait. Hein. On aurait trouvé une des causes d'Alzheimer ? Je ne serais pas jusque-là, mais un facteur nécessaire et suffisant pour que le nombre d'Alzheimer diminue, voilà, dans la population. Tous les Alzheimer disparaîtraient pas, hein, mais on en aurait beaucoup moins. Voilà, c'est ça l'idée. Enfin, divisé par 5, c'est quand même beaucoup. 5, ça me paraît beaucoup. Ce serait déjà par 2, ce serait déjà merveilleux, en termes de santé publique, de dépenses de santé, de souffrance des familles, alors que c'est vraiment quelque chose de très très simple à réaliser. Les autres effets de la vitamine D, c'est sur les pathologies infectieuses. Globalement, on l'avait trouvé en fait empiriquement avec la tuberculose. Vous savez, du temps des sanatoriums, on envoyait les gens à la montagne prendre le soleil et le bon air. Et on avait observé que ça stabilisait les tuberculoses, ou dans certains cas, ça les faisait involuer. Et en fait, on pense que c'était dû tout simplement au fait que on se mettait à fabriquer de la vitamine D. Enfin, c'est au moins un des éléments importants qui explique cet effet qu'on avait bien observé. Et sur les pathologies infectieuses banales, on a tout un tas de travaux qui montrent une réduction. Si vous avez un taux de vitamine D suffisant, vous avez un risque de grippe ou de petite infection saisonnière réduit de 30 à 50%. Ce qui est pas négligeable. Ce qui est quand même pas négligeable. Et sur les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, polyarthrite, les plus classiques, on a là aussi, si on a un bon taux de vitamine D tout au long de sa vie, on a une grosse réduction du risque. C'est du reste comme ça qu'on s'en est aperçu, puisque on s'est aperçu qu'il y avait plus de sclérose en plaques dans les pays d'Europe du Nord, dans les pays où il y a un faible ensoleillement, que dans les pays où il y a un fort ensoleillement. Même en France, on le voit, hein, entre le nord de la France et le sud de la France, il y a beaucoup plus de sclérose en plaques au nord qu'au sud. C'est déjà significatif. Ah oui, on le voit bien. Et alors, concrètement, docteur Jean Lincey, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce qu'on peut tout simplement vérifier son dosage en vitamine D et y suppléer ? Alors oui, avant de vous le dire, je voulais vous dire aussi que sur l'obésité, sur le diabète, un bon taux de vitamine D a aussi un rôle très favorable. Alors le dosage, c'est simple, c'est une prise de sang au laboratoire, ça coûte 10 €. Apparemment, on a tous des métabolismes très différents, donc ce qui sortait de ce congrès, c'est que ce serait peut-être bien quand même de faire quelques dosages pour se connaître. Si quelqu'un va dehors, est en bonne santé, jeune, c'est peut-être pas la peine de doser, hein. Mais quand on vieillit, si on est très peu exposé au soleil, c'est peut-être intéressant de voir s'il n'y aurait pas une carence. Vous voyez avec votre médecin, soit là c'est à chacun de voir. Il faudrait peut-être faire quand même, quand on est carencé, un dosage après le traitement, et puis peut-être un dosage à distance pour connaître son profil métabolique, pour savoir si on a des gros besoins ou pas. D'ailleurs, les personnes obèses, les personnes qui ont du surpoids, ont besoin de plus de vitamine D que les autres. Donc il y a quand même des variabilités interindividuelles qui... Peut-être qu'un jour, on fera émerger le sujet, sachant que le traitement ne coûte pratiquement pas grand-chose. Oui, le traitement, à quoi il ressemble ? C'est une ampoule, actuellement, c'est une ampoule de 100 000 unités tous les 2 mois. Ou bien on pense... Une ampoule à avaler ? Oui, à avaler, en une prise pour 2 mois. Ou le mieux serait, semble-t-il, une ampoule de 50 000 unités tous les mois. Mais enfin, avec 200 000 tous les 2 mois, on est déjà bien, Je renvoie nos auditeurs à leur médecin. Bien sûr. En contrôlant le taux de vitamine D de nos populations, on a un gisement d'amélioration sociétale et de diminution des dépenses de santé considérable. Docteur Jean Lincey, merci pour ces informations que vous êtes venu nous apporter aujourd'hui à ce micro. C'était Sentez-vous bien. On se retrouve bientôt pour de prochains sujets. Merci, au revoir. Au revoir, Oscar. Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement, sur simple demande de votre part, à france@awr.org.
This is Adventist World Radio, the voice of hope. Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain avec le docteur Jean-Sian Breuil. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis, CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Daniel Jachet, bonjour. Vous êtes auteur d'un ouvrage, Le paradoxe de la précocité intellectuelle. Donc, vous avez été enseignant, censeur de lycée, principal de collège. Et donc, c'est ce parcours qui vous a amené à faire un constat sur les enfants précoces, qu'on peut appeler précoces. Alors, je sais qu'il y a d'autres termes qui existent. Et lorsque je vous ai contacté pour participer à une série de chroniques sur ce sujet-là, vous avez dit oui tout de suite. Pourquoi ? Alors, j'ai donc en effet été professeur de physique en lycée pendant une vingtaine d'années, puis je suis rentré dans l'administration, j'ai été censeur ou proviseur adjoint, toujours en lycée, et puis la fin de ma carrière s'est passée comme principal de collège. Et là, principal de collège, on est évidemment amené à chaque fin d'année à présider des conseils de classe, décider d'orientation, de coordonner l'évaluation des élèves. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes incompréhensibles. Des enfants qui arrivaient au collège en 6e, pleins de plaisir, pleins d'envie de bien travailler, qui s'effondraient en cours de route et même assez rapidement, parfois en 5e, parfois un peu plus tard, en 4e, et qui nous donnaient en 3e des échecs scolaires épouvantables dont personne ne pouvait trouver ni l'explication ni la solution. Donc ça veut dire que quand on parle de précocité, on n'est pas forcément dans une réussite scolaire. Voilà, et en effet, je pense qu'il faut avoir conscience de cela. C'est ce qui, petit à petit, d'ailleurs, a permis au corps enseignant d'accepter de se pencher sur ce sujet, parce que tout le monde a compris que ça peut être un véritable handicap. Et ça n'est qu'au titre de handicap, d'ailleurs, que le ministère a accepté, plus tard, de faire quelque chose. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'enfants ça peut représenter sur une année scolaire ? Alors, l'évaluation de cette population concernée par le problème de la précocité intellectuelle est évidemment définie de manière un peu floue, mais on s'accorde en général à penser qu'il y a 2,3%, qui est un terme un peu précis, mais enfin, disons 2,3% d'enfants qui pourraient avoir un quotient intellectuel supérieur à 130. Tout en gardant pour plus tard que nous dirons que le quotient intellectuel n'est peut-être pas le meilleur moyen de définir les enfants en question. Enfin, en tout cas, ça veut dire qu'à partir d'un quotient de 125, ça fait 4%, et 4%, ça veut dire 1 pour 25, c'est-à-dire 1 par classe. Et donc, en moyenne, à mon avis, il y a dans chaque classe un petit précoce qui s'ignore ou qu'on ignore. D'accord. Et quand vous parlez de quotient intellectuel de 125, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte ça s'inscrit ? Alors, c'est l'outil majeur qu'ont longtemps utilisé les psychologues pour tester le fonctionnement intellectuel des enfants. C'est aussi l'outil que le ministère a retenu pour définir à partir de quand on pouvait considérer qu'on avait affaire à un enfant intellectuellement précoce. Les psychologues actuellement sont en train de nous dire que ce n'est pas le seul outil, car ils ne mesurent que l'intelligence logico-mathématique. Et or, il y a beaucoup d'autres formes d'intelligence, on en reparlera plus tard, et l'outil est donc imparfait. Il est imparfait, mais il a longtemps été le seul. Et ce test rend un enfant normalement constitué à partir de quelle valeur ? Alors, le principe du test de QI, c'est que la moyenne est à 100. L'outil a été construit pour ça. Et il définit comme la valeur moyenne de 100 ce à quoi correspond la majorité des enfants d'une classe d'âge, d'une population en général. Et puis, plus nous allons vers les hautes performances d'un côté ou les basses performances de l'autre, plus on voit le nombre d'enfants réduire. C'est ce qu'on appelle une cloche de Gauss, très haute au milieu et puis qui tend ensuite très bas des deux côtés.
Aujourd'hui, vous continuez à être très actif sur ce sujet-là, puisque vous participez à des conférences, des séminaires, des colloques. Vous pensez que c'est un sujet qui est préoccupant ? Alors, c'est un sujet qui est au moins aussi préoccupant que beaucoup d'autres. C'est un sujet parmi d'autres. Moi, je ne mésestime pas l'intérêt de tous les champs d'action du ministère et de tous les champs de recherche. Il se trouve que sur celui-là en particulier, je sais, par expérience, que nous réglerions de nombreux problèmes de vandalisme ou de dépression ou de tendance suicidaire si on regardait un peu plus tôt et d'un peu plus près le fonctionnement intellectuel de nos élèves. Alors Daniel Jachet, je vous remercie. Je vous propose qu'on puisse se retrouver une prochaine fois pour continuer à cheminer autour de ce thème sur la précocité intellectuelle chez les enfants. Merci. Bien, avec plaisir. À bientôt. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La voce della speranza. I was a sheep that strayed afar, the flocks I left behind. Falling on hills of sin and grief, the trail to death I'd find. Then a guiding rod reached out for me and led me on the way. So now I see the love he had for me when he died there on that day. Lord, help me eat the grass of your righteousness, sleep neath the shade of your care. Roam the hills of your abiding love and drink the waters you'll share. Lord, keep my straying thoughts within your arms. Don't let me wander away. Please set me upon the only path that will lead to you someday. That will lead to you someday. Your righteousness, sleep neath the shade of your care. Roam the hills of your abiding love and drink the waters you'll share. Lord, keep my straying thoughts within your arms. Don't let me wander away. Please set me upon the only path that will lead to you someday. That will lead to you someday. Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui nous rejoint dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bienvenue, bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre fidèlement à ce micro pour partager avec nous un moment de réflexion. Aujourd'hui, vous nous invitez à ouvrir la Bible et de nous arrêter sur un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et plus précisément au verset 21 à 43. Alors c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jairus, c'est le chef de la synagogue. Et sa fille est malade, et elle est même sur le point de mourir. Et alors là, il a une démarche, il vient voir Jésus-Christ pour qu'il intervienne dans cette situation. Alors Pierre Péchou, pourquoi est-ce que Jairus fait le choix de venir voir Jésus-Christ ? Je vais commencer par une confession, Oscar. J'ai une affection particulière pour ce personnage, et j'aimerais inviter les auditeurs à aller à la rencontre de ce personnage et à voir son parcours avec Jésus comme un parcours exemplaire de foi. J'aimerais vous proposer 6 étapes
dans ce que va vivre Jairus et nous proposer à chacun de vivre aussi avec Jésus ces 6 étapes. Alors je vais commencer en vous lisant le début de l'histoire. Volontairement, Jairus s'est renseigné pour savoir où était Jésus. Et le texte nous dit, il arrive, voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Une phrase qui peut nous paraître assez anodine, mais qui en fait nous propose déjà les 3 premières étapes de cette foi exemplaire dont je parlais. Jairus va voir Jésus, il reconnaît qui il est, il va tomber à ses pieds, c'est un acte d'adoration, et enfin, il va le supplier instamment, ce qui est une prière du cœur, pas une prière formelle qu'on a appris par cœur et qu'on répète sans y penser. C'est vraiment son cœur qui parle, vous imaginez bien, sa fille est sur le point de mourir. Alors vous voyez déjà 3 premières étapes importantes. Je prends conscience de qui est Jésus, je cherche à savoir où il est. Je vais être ensuite dans une position d'adoration. Dans le texte, il tombe à ses pieds et ensuite je veux ouvrir mon cœur. J'ai une vraie prière, un vrai dialogue avec Jésus en lui disant voilà ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est uniquement en cela que l'histoire de Jairus est un parcours exemplaire de foi, Pierre Péchou ? Alors c'est beaucoup plus, mais j'invite chacun, je le disais, à vivre déjà ces premières étapes qui sont un commencement important et qui permettent déjà d'être dans ce dialogue. Mais l'histoire va beaucoup plus loin. Lorsque Jairus présente sa situation dramatique à Jésus, on assiste à une situation assez incroyable qui, je pense, est unique dans les évangiles. Normalement, lorsque nous avons un récit d'une rencontre, Jésus va toujours accueillir par une parole la personne qui vient. Ça nous semble évident. Mais dans cette histoire, Jésus ne parle pas. Nous sommes confrontés à une chose incroyable qui est le silence de Jésus et qui pourrait être le symbole parfois dans nos vies du silence de Dieu. Peut-être qu'en vous parlant de ces 3 premières étapes, nos auditeurs ont vécu ces choses-là. Ça leur a rappelé peut-être des choses qu'ils ont vécues avec Dieu, des prières, mais parfois avec le sentiment que Dieu n'avait pas répondu. C'est peut-être là le sens de ce silence de Jésus. Ça serait dans ces cas-là la 4e étape de ce parcours exemplaire de foi, accepter le silence de Dieu. Bien heureusement, il est temporaire ce silence. Alors dans l'histoire entre Jairus et Jésus, une femme va arriver et va accaparer l'attention de Jésus. Elle aussi est dans de grandes difficultés. Elle aussi a besoin de la présence de Jésus. Et Jésus va prendre du temps pour cette femme. Mais alors pour Jairus, c'est difficile. Jairus disparaît de l'histoire. On n'en entend plus parler en quelque sorte. Et nous sommes vraiment dans ce silence de Dieu et un silence sous forme d'absence. Parce que Jésus ne s'occupe plus de Jairus. Donc c'est vraiment très fort. Et c'est une étape de foi qui peut être difficile à vivre, mais qui peut être aussi importante, parce que cela nous invite à ne pas nous arrêter à ce silence et à croire que Jésus ou que Dieu nous a abandonnés. Alors à la fin de l'histoire, Jésus en a fini avec cette femme, il se tourne de nouveau vers Jairus, et là, alors, le drame, les serviteurs de Jairus arrivent pour lui dire « N'importune plus le maître, ta fille est morte ». Alors je vous parlais du silence de Jésus, c'est à ce moment précis, et seulement à ce moment-là, que Jésus va adresser les premières paroles à Jairus. Il lui dit... Mais il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard est notre 5e point, accepter l'inacceptable. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les bonnes prières, j'ai eu la bonne attitude. Jésus ne m'a pas répondu, Dieu ne m'a pas répondu, c'était le silence, mais en plus, voilà, ma fille est morte. Enfin là, c'est dans l'histoire comme ça. C'est à ce moment précis que Jésus va dire à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Il va accompagner Jairus jusque chez lui et sa fille va ressusciter. Alors voilà, c'est une très belle histoire. Dans notre histoire, la résurrection a lieu dans la même journée. Je crois que c'est une invitation à vivre ce parcours de foi, à entendre ces paroles de Jésus dans nos vies. N'ayez pas peur, croyez seulement. Au final, la résurrection est promise par Dieu.
Au nom de l'amour. Est-ce un nouveau film? Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC? Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison. Au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain.